Donc, justice pénale internationale, pour qui? Je ne sais pas. Ou certainement pas au tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a toutes sortes d'autres problèmes sur lesquels je pourrais m'étendre au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et un des principaux, à mon sens, c'est le refus du tribunal de reconnaître le caractère largement répandu de la fabrication de témoignages qui a lieu au Rwanda. Donc, c'est un problème qu'on préfère cacher. Les demandes de divulgation qu'on fait d'un dossier à l'autre sont toujours reçues avec des décisions ridicules où on ne prétend pas voir de pertinence à faire ce genre de preuves. Donc, malheureusement, les juges préfèrent se cacher la tête dans le sable là-bas plutôt que de reconnaître le phénomène qui, malheureusement, est beaucoup trop répandu et pas assez reconnu. Donc, autre rencontre malheureuse après celle de Bichamumpaka et celle de Zabonimana dans le merveilleux monde de la justice pénale internationale, celui de Agnès Ntamambiarilo, ancienne ministre de la Justice au Rwanda, kidnappée par les autorités rwandaises en Zambie, enlevée dans un sac de patates, ramenée au Rwanda, où elle prétend avoir été torturée dans les prisons rwandaises. Quand elle est venue témoigner dans le procès de Bichamumpaka, elle n'a même pas été contre-interrogée par le procureur là-dessus. Donc, en ce qui me concerne, ces allégations, je les tiens comme avérées. Et Mme Ntamambiarilo, quand elle était à Arusha, elle a fait une demande. Elle était détenue par les autorités du TPIR, en accord avec, évidemment, le gouvernement tanzanien. Elle a écrit une longue lettre au président du tribunal en lui demandant l'asile, littéralement, parce qu'elle craignait d'être torturée encore si elle était retournée au Rwanda. Le gouvernement, le greffier du TPIR n'était pas du tout intéressé par la matière, évidemment, et craignait peut-être les répercussions que ça pouvait avoir. Il l'a renvoyé la nuit même par le premier avion et on n'en a plus réentendu parler par la suite. Donc, d'autres exemples dont vous allez entendre parler aujourd'hui, celui de Taylor. Je ne sais pas si vous avez assisté au jugement de Charles Taylor. M. Phil Taylor va nous parler plus longuement du procès de Charles Taylor. J'avais été retenu au départ pour travailler avec M. Kahn dans le dossier. Finalement, M. Taylor a changé d'équipe complètement. Sauf que ce qui m'a frappé dans ce procès, moi, et j'espère que M. Taylor va en parler, c'est la sortie du juge suppléant au moment du procès qui a dénoncé le verdict et qui a dit qu'à son avis, après avoir entendu toute la preuve, il n'y avait certainement pas suffisamment de preuves pour incriminer M. Taylor. Donc, on lui a fermé le micro au moment où c'est arrivé. J'espère que notre M. Taylor va pouvoir nous entretenir davantage de ce dossier. L'autre dossier où, encore une fois, j'ai été confronté à l'injustice pénale internationale plutôt qu'à son opposé, c'est celui de M. Mbarushimana. Il faut voir le procureur dans ce dossier allégué contre M. Calix Mbarushimana, qui était un des porte-parole des FDLR en Europe. Donc, dans ses plaidoiries, il disait « Que faisait M. Mbarushimana pendant que les combats se déroulaient dans le Congo? Il essayait de négocier un accord de paix sous l'égide du Vatican. » Donc ça, c'était une des allégations retenues par le procureur pour essayer de faire confirmer les charges de M. Mbarushimana. Heureusement, ça n'a pas été retenu et les charges n'ont pas été confirmées, mais malgré ce refus de la Cour pénale internationale de confirmer les charges, M. Mbarushimana ne pouvait pas voyager pour retourner en France par la suite parce que l'ONU le maintenait sur une liste de personnes, persona non grata, de gens qui ne doivent pas voyager. Donc, vous allez en entendre parler, peut-être pas du dossier de Mbarushimana, mais je comprends que M. Otachi va nous parler du dossier du Kenya devant la Cour pénale internationale. Donc, je suis sûr qu'on va avoir aussi des éléments d'informations intéressants sur ce qui se déroule dans le monde de la justice pénale internationale. Et là, je fais le lien avec le Canada parce que la justice pénale internationale, si on la trouve aisément devant les tribunaux pénaux internationaux où j'ai moi-même exercé, elle se perpétue et elle continue aussi ici au Canada, où je vis et où je pratique. Donc, et je commence avec le dossier de Bichamumpaka. Donc, Bichamumpaka est acquitté après 13 ans de détention complètement injustifiée. Et sa famille, à M. Bichamumpaka, elle vit ici à Montréal. Donc, sa femme et ses enfants sont à Montréal depuis plusieurs années.
Et depuis son acquittement, il y a 1 an, les représentants du tribunal pénal international à Arusha sont allés à de nombreuses reprises devant le Conseil de sécurité solliciter et enjoindre la communauté internationale maintenant de fournir un domicile à M. Bichamumpaka. L'endroit logique pour lui, c'est de venir rejoindre sa femme et ses enfants ici à Montréal. Le Canada a fait la sourde oreille et ne répond même pas à ces demandes répétées de la part du greffier et du président du tribunal pénal international. Donc, en ce qui me concerne, à partir de ce moment, le Canada devient conjointement, pour utiliser des termes de droit civil, conjointement et solidairement responsable du préjudice de M. Bichamumpaka et contribue à le perpétuer après son acquittement. Donc ça, ce serait, en ce qui me concerne, un premier bon exemple des actions regrettables de notre gouvernement pour contribuer à, en ce qui concerne M. Bichamumpaka, une injustice pénale internationale. Et j'ouvre une parenthèse là-dessus. Je ne sais pas si des gens vont en parler aujourd'hui, mais une autre forme d'injustice dont est l'objet M. Bichamumpaka, c'est que après 13 ans de détention complètement injustifiée, les recours sont pratiquement absents. Donc, comme le tribunal pénal international est finalement agi en toute impunité et ne peut être poursuivi nulle part, qui va payer pour les 13 ans de détention injustifiée? Qui va être tenu responsable pour les actions complètement aberrantes et répugnantes du procureur du tribunal pénal international qui a retenu de la preuve exculpatoire? Dans n'importe quel pays normal, M. Bichamumpaka aurait des recours devant les tribunaux et pourrait solliciter une réparation pour le préjudice dont était l'objet. Le tribunal rend des décisions, et en a rendu une peut-être dont M. Philpott va nous parler dans le dossier de M. Ziguiran Irazo, mais le tribunal rend des décisions aberrantes où ils invoquent des concepts de prescription et ils se réfugient derrière toutes sortes d'artifices judiciaires pour échapper à leurs responsabilités. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire sur cette question de l'imputabilité des tribunaux pénaux internationaux. Pensez-y, ici, vous avez une institution internationale qui arrête, qui détient, qui juge et qui le fait selon des standards qui sont complètement inacceptables. Donc, il va falloir à un moment donné que quelqu'un reconnaisse qu'il y a une responsabilité quelque part, qui doit se trouver quelque part pour qu'on puisse effectivement avoir des recours efficaces suite à des tribunaux, ou suite à des procès aussi ridicules et injustes que ceux que tient le tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, le tribunal pénal pour le Rwanda n'est rien d'autre que la somme des États qui composent les Nations unies. Donc, pourquoi le Canada et les autres pays qui sont derrière la création de ce tribunal ne sauraient-ils être poursuivis? Pour faire un parallèle peut-être boiteux, mais qui vaudrait peut-être la peine d'explorer avec la levée du voile corporatif en droit civil, peut-être qu'on devrait explorer la possibilité d'aller derrière l'espèce de rideau, d'écran de fumée que constitue le caractère international du tribunal et aller chercher directement ceux qui sont responsables de la création et des injustices générées par cette institution. Donc, première injustice pénale à laquelle j'ai été confronté, à laquelle je suis toujours confronté, parce qu'on cherche encore un endroit pour que M. Bichamumpaka puisse poursuivre sa vie normalement maintenant, après avoir été passé dans le moulin à viande du TPIR. Donc, on cherche toujours un endroit où il va pouvoir aspirer à une vie normale pour continuer sa vie. Donc, et je continue sur le Canada parce que, au départ, mon objectif était vraiment de plaider une cause contre mon pays dans le domaine de la justice pénale internationale, en commençant par Bichamumpaka, mais en continuant avec d'autres dossiers. Et je voulais parler plus particulièrement de la Convention contre la torture, parce que j'ai eu 2 dossiers dans le domaine qui impliquaient le Canada et la Convention contre la torture. Le premier, c'est le dossier de M. Régent Boily, et le deuxième, évidemment, dans lequel j'ai été très brièvement impliqué, c'est celui de M. Léon Mugesera. Donc, on parle de justice pénale internationale. On se demande, le thème de cette rencontre, c'est justice internationale, pénale internationale, justice pour qui? En ce qui me concerne, le respect des prescriptions de la Convention contre la torture devrait être une valeur fondamentale et indiscutable, qui devrait aller de soi, en particulier par les autorités de notre pays qui aiment à se vanter de respecter le droit international et plus particulièrement le droit pénal international.